Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer. Donc, bienvenue à cet échange autour de l'alimentation et l'entrepreneuriat coopératif organisé par le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Avant de démarrer, je vous propose juste quelques règles du jeu ou peut-être quelques consignes. C'est d'utiliser finalement le module de discussion et pour, poser vos questions ou envoyer des partages et des témoignages, et aussi pour éventuellement vous présenter. Parce que nous, en tant qu'intervenantes, on a accès à l'ensemble des personnes, participantes, mais c'est pas le cas des autres intervenants. Donc voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à utiliser, le module de discussion et surtout de penser à écrire à tous les conférenciers et tous les participants, car les conférenciers, c'est seulement nous 4 qui vont prendre la parole, donc bien tous les conférenciers, tous les participants. Voilà. Donc par rapport à l'échange qui nous réunit aujourd'hui sur, alimentation et entrepreneuriat coopératif, juste vous dire que cet échange s'inscrit dans le cadre d'un cycle d'échanges sur l'alimentation durable que le RTES a engagé, au mois d'octobre. Je vous mettrai tout à l'heure, dans le fil de discussion, le lien qui réunit l'ensemble des temps d'échange qu'on a déjà organisés et puis, ceux à venir. Aujourd'hui, pour parler du sujet de l'entrepreneuriat coopératif, autour des pratiques alimentaires, nous avons fait appel à 3 personnes, donc Emmanuelle Rousset, qui est, vice-présidente en charge de l'économie sociale et solidaire et de la politique de la ville au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et membre, du bureau du RTES, qui va nous parler entre autres surtout notamment de l'initiative, du projet Le Bon Mot Repas, et Anna Mourlac de Melting Cop et Martine Ndiane de l'association Réveil qui, elles, vont nous parler de l'initiative Migracop. Hop, j'enlève ce partage, voilà, histoire que vous nous voyez bien. Et on va tout de suite démarrer. Alors juste, je préfère vous prévenir, d'entrée. L'idée, c'est bien d'avoir une discussion et à la fin, on gardera bien un quart d'heure, pour un temps d'échange, que vous puissiez, vous, prendre la parole si vous le souhaitez, à ce moment-là, en levant la main et je pourrai ouvrir vos micros. Mais n'hésitez pas aussi à poser au fur et à mesure des questions que je pourrais relayer si c'est le bon moment. Et vous prévenir aussi qu'Emmanuelle Rousset, qui est avec nous aujourd'hui, est contrainte. Voilà, elle le dira peut-être, mais elle a un agenda plus que chargé aujourd'hui et elle sera avec nous la première demi-heure seulement. Donc, du coup, tout de suite, Emmanuelle, pour commencer, peut-être nous parler de ce projet, du Bon Mot Repas, qu'en tant que vice-présidente à l'économie sociale et solidaire et à la politique de la ville du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, mais aussi en tant qu'élue de quartier à la ville de Rennes, tu as eu l'occasion d'accompagner. Bonjour à tous. Alors, oui, je m'excuse, hein, c'est-à-dire que trouver un créneau là, c'était un peu compliqué, mais voilà, il y a quelques impératifs. En tout cas, s'il y a des questions au-delà de ça, Chloé saura les faire parvenir. Je lis mes mails, même si des fois, il faut relancer. Le Bon Mot Repas, c'est un projet qui s'est lancé dans un quartier de Rennes, le quartier de Mot Repas, d'où le petit jeu de mots. C'est un quartier de 5000 habitants en politique de la ville. C'est un quartier très pauvre. Comme tous les quartiers politiques de la ville, mais qui, là, au regard de nous, pour Rennes, par exemple, est un quartier encore plus pauvre que nos autres quartiers. C'est un quartier dans lequel il y avait beaucoup d'économies informelles, beaucoup d'associations, d'habitants qui faisaient traiteurs dans leur cuisine, voilà, il y avait un certain nombre d'initiatives. Et lors de la mise en place de ce que vous avez peut-être sur votre territoire, Fabrique à initiative, que nous on appelle TAG 35, l'idée de travailler, de secouer le territoire autour de l'alimentation durable et de l'entrepreneuriat a émergé. Et il y a eu toute une mobilisation des habitants, des associations, des coopératives d'activités et d'emploi, etc., qui se sont mis autour de la table pour aboutir à une expérimentation qui est au croisement de l'insertion et de l'alimentation, puisqu'il a été ouvert un restaurant sous forme de
de coopératives éphémères, puisque c'était une expérimentation dans un premier temps éphémère, où pour ceux qui connaissent le modèle des coopératives jeunesse de service, on a adapté toute cette pédagogie et ce modèle-là à faire en sorte que tous les midis ouvre un restaurant qui était mis en œuvre par les habitants du quartier, sans prestation, enfin, sans prescription, c'est-à-dire que venait qui voulait, qui était prêt à s'engager dans une aventure de quelques mois. Ce restaurant a marché en restaurant pendant 4 mois et puis on a pu en tirer un bilan et il a permis vraiment à des gens de se former au métier de la cuisine parce qu'ils étaient accompagnés par un cuisinier professionnel et par un accompagnateur plutôt sur la partie économique. Ils ont tout géré de A à Z pendant ces 4 mois avec le choix des menus, le choix des fournisseurs, la transformation. Voilà, c'est vraiment le projet a été porté par ces participants-là, accompagné et financé par nos collectivités et puis un certain nombre de partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'expérience ponctuelle, qui s'est révélée intéressante, mais avec aussi des limites sur la question du statut des gens, sur la question du lieu. On a, nous, une vraie pénurie de locaux dans nos quartiers, c'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver des locaux adaptés, des locaux tout court dans nos quartiers, puisque on a très peu de vacances, on a très peu de locaux et très peu de vacances. Donc voilà. Et aujourd'hui, le projet, il est reparti sous la forme d'un restaurant coopératif qui est en train de se monter, qui aurait dû s'ouvrir là, mais avec la crise, il décale un petit peu pour ne pas prendre de risques, et d'une initiative éphémère qui a permis de secouer le territoire dans le bon sens du terme. On arrive aujourd'hui à avoir un restaurant qui va ouvrir, alors après l'été, là, a priori, vu le contexte, avec à la fois de l'insertion, à la fois du salariat classique, sous forme coopérative. Et ce qui a été intéressant dans cette expérience du bon mort pas, c'est que ça a permis de croiser des gens qui ne travaillaient pas entre eux. On avait à la fois nos institutions, nos collectivités, à la fois les prescripteurs, Pôle emploi, les accompagnateurs RSA, etc. Et puis du monde de la restauration. Et aussi sur les fournisseurs, un gros travail a été fait par le référencement de fournisseurs durables du territoire. Et ça a été l'occasion aussi pour les coopérants de ce projet-là de découvrir aussi des champs qu'ils n'avaient pas encore envisagés. Au début, le réflexe de base était de dire on va faire les courses aux quelques magasins qu'on connaît au pied des tours. Et puis, ils ont pu aller visiter des exploitations, puisqu'on a la chance en Ille-et-Vilaine d'avoir aussi un réseau d'agriculteurs engagés. Et dans le cadre d'un projet qui a été porté par notre collectivité Eau du Bassin Rennais, qui est le fournisseur d'eau, avec un programme qui s'appelle Terre de Source, ils ont pu, au fur et à mesure de la découverte du projet, de faire appel à des producteurs référencés Terre de Source. Et ça a été vraiment intéressant comme rencontre entre des producteurs d'agriculture durable et les habitants du quartier qui ont pu témoigner à ça. Nous, en tant que collectivité, on a financé, on a facilité, on a accompagné, mais c'est bien un projet qui a été porté par les acteurs de l'ESS sur ce terrain. Merci Emmanuel. On reviendra un peu plus dans le détail sur Je laisse certains la parole aux points autres. que tu as déjà évoqués. Anna et Martine, peut-être dans un premier temps nous présenter rapidement vos deux structures, à savoir Melting Cop et l'association Réveil, et puis peut-être de manière plus avancée, et le projet Migracop, et puis peut-être surtout par rapport à la thématique du jour, la coopérative éphémère culinaire Sunucop. Bonjour à tous et à toutes. Je commence par me présenter. Donc, moi, je suis Anna Mourlac, je suis la directrice de l'association Melting Cop, qui est une jeune association qui a été créée en 2018 et qui a démarré ses premières activités en lien avec l'association Réveil. Donc, je vais laisser Martine se présenter et du coup, on va vous présenter ce programme Migracop qu'on co-porte ensemble, et c'est pour ça qu'on va vous présenter ça à deux voix aujourd'hui. Oui, bonjour, donc Martine Diaye, donc moi je suis secrétaire de l'association Réveil, l'association Réveil qui existe à peu près depuis 2013
et qui s'intéresse, en tout cas qui intervient particulièrement dans l'entrepreneuriat migrant, aussi bien ici, donc en France, que dans nos pays d'origine. Et en fait, on structure beaucoup de collectifs, on fait beaucoup de structuration collective et on intervient même au niveau du pays sur des projets collectifs. On a porté une mutuelle, on a porté une boutique solidaire, en fait, on porte un peu ce type de projet. Voilà. Alors du coup, je vais d'abord vous dire quelques mots plus globalement sur le programme MigraCop. Donc c'est un programme qu'on coporte ensemble depuis 2019. On travaille en direction d'entrepreneurs et d'entrepreneuses migrants. Et on a trois axes, on travaille autour de trois axes qui sont importants pour nous. Déjà, on essaye de mettre vraiment en réseau des communautés d'entrepreneurs par secteur d'activité. Parce qu'on trouvait vraiment entrer par l'entrée métier, c'est vraiment une manière opérationnelle d'accompagner les entrepreneurs qu'on cible. Voilà, d'être moins dans des accompagnements généralistes, mais vraiment de répondre d'apporter des solutions concrètes à ces entrepreneurs. On a fait le choix de démarrer des expérimentations. Donc, on cherche toujours à expérimenter des nouvelles manières de faire. Et on a commencé par faire des expérimentations du coup autour de coopératives éphémères. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire ce lien avec le secteur de l'ESS, parce qu'on travaille avec des entrepreneurs qui, en général, méconnaissent complètement cet écosystème qui est pourtant pour nous une source souvent d'opportunités. Ça peut être pour avoir accès à des lieux, pour avoir accès à des fournisseurs, à de nouveaux clients. Et du coup, on s'attache vraiment aussi à intégrer nos projets dans cet écosystème. Et donc, notamment celui des coopératives d'activité et d'emploi, un modèle qu'on creuse à travers ces coopératives éphémères. Du coup, là, on va vous parler d'une première coopérative qu'on a montée donc en 2019 autour du culinaire. Et donc, juste pour info, on est en train d'en finir une deuxième sur l'artisanat textile actuellement, qui se terminera mi-février. Voilà, c'est notre deuxième expérimentation donc, qui est en cours voilà, qu'on capitalisera également courant dans ce premier semestre. Je vais laisser Martine, du coup, vous présenter un peu plus en détail la coopérative culinaire en quelques minutes. En quelques minutes, oui. Donc, la coopérative culinaire éphémère Sunukop, en fait, c'était le nom de la coopérative. Elle s'est déroulée donc à peu près de mai à octobre 2019 avec 9 coopérateurs. Je dis coopérateurs, mais finalement, c'était plutôt des coopératrices. Il y avait 8 coopératrices et un coopérateur. En fait, bon, ça a été assez genré, mais finalement, il n'y avait pas de volonté, en tout cas au départ, que ce soit un groupe féminin. Simplement, je pense qu'il y a eu un effet un peu d'identification et on a aussi constaté à travers les entretiens que finalement, cette dynamique un peu collective, solidaire, est souvent portée par des femmes. Donc, en fait, ça reflète un peu… ça a reflété un peu ce que nous sommes et les démarches qu'on a faites en fait. Et donc, un groupe plutôt féminin. Le lieu d'expérimentation, en tout cas le lieu de production, c'est fait dans un restaurant associatif dans lequel l'association Réveil intervenait déjà. C'est la Nouvelle Rôtisserie, qui est un resto associatif qui se trouve dans le 10e arrondissement de Paris. Réveil intervenait déjà 3 jours par semaine et donc la coopérative s'est greffée sur ces jours en fait pour développer l'activité de restauration et aussi développer aussi l'activité traiteur. Donc ça a été le lieu de production. C'est une offre plutôt ouest-africaine qui reflétait un peu ce qu'étaient les coopératrices. Coopérateurs, avec sur les buffets traiteurs une diversification parce qu'il y avait aussi des gens qui avaient été un peu formés ici, qui avaient travaillé ici et qui ont pu proposer en fait une offre un peu plus large. La coopérative, elle est aussi tenue par, il y avait un réseau de bénévoles autour qui ont participé à l'activité culinaire. Et d'ailleurs, 2 des bénévoles ont été formés, ont passé le test HACCP avec les coopératrices. La coopératrice a été hébergée juridiquement par la coopérative d'activité et d'emploi Copanam. Et un peu pour aller assez vite, pour faire l'après-coopérative, c'était en fait un traiteur en micro-entreprise, 3 traiteurs en association, une création d'associations autour d'un projet culinaire, un retour en l'emploi et une réorientation en fait sur un projet un peu plus logistique. Et donc, l'après-coopérative, c'est aussi le collectif qui continue à s'appeler collectif Sunukop, qui avec 2 coopératrices qui ont fait la coopérative éphémère, en fait, qui continue au sein de la Nouvelle Rôtisserie 4 fois par semaine. Donc, c'est un peu un résumé assez rapide de la coopérative éphémère Sunukop. Voilà.
Bien, merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs points. Je le dis tout de suite parce que pour prévenir Bertrand Alombert que j'ai bien vu sa question, mais que c'est justement prévu dans le déroulé de nos échanges, donc on y viendra un peu plus tard. Je voulais maintenant qu'on se concentre peut-être sur, enfin pas peut-être, qu'on se concentre sur le rôle joué par les collectivités locales dans la structuration de ces projets. Et peut-être en précisant pourquoi elles s'en sont emparées, en quoi cela faisait écho à leur politique publique. Emmanuel, je te laisse. Oui, alors en fait, ce qu'on constate, c'est que le soutien de la collectivité, il est important, mais il faut qu'il soit à sa juste place. C'est-à-dire que ce qu'on a veillé, et on a en Ille-et-Vilaine une politique économie sociale et solidaire co-construite avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a tous les mois une rencontre avec un comité consultatif en ESS, et donc on a l'habitude d'intervenir si on nous sollicite, ou de dire ah, tiens, on sent ça, qu'est-ce que vous en pensez, mais pas de dire il n'y a qu'à Faucon. Je précise, c'est le cas de la plupart des politiques en ESS, il n'y a pas de souci, mais c'est important que la collectivité elle soit là pour accompagner, pour rassurer, pour des fois servir de caution, pour financer évidemment, mais pas pour gérer en direct. Parce que ce qu'on a pu constater sur un projet avec une logique d'insertion, c'est que les prescripteurs sociaux classiques du quartier n'ont envoyé personne. C'est-à-dire que pour eux, les gens qui ont fait la coopérative, ils ont été 18 participants à faire l'expérience. Et 8 ont tenu toute la durée. Certains sont partis, puis d'autres sont arrivés en cours de route, mais voilà, il y en a 8 qui ont été présents. Personne, entre guillemets, des accompagnateurs sociaux classiques auraient parier sur eux parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de prérequis, il y avait tout ça. Eux, ils sont venus par le bouche à oreille, par un resto associatif qui existait une fois par semaine dans le quartier de manière plus ou moins informelle, par le contact qu'avaient pu mener les porteurs de projets aussi avec le quartier. Et donc, c'était important que la collectivité soit là, mais soit pas non plus trop là. C'était pas un truc institutionnel, c'était une expérience. On l'a vraiment vécu collectivement comme une expérience. Et on a mis en place un comité de suivi de l'expérience qui a permis de faciliter, d'amener, parce qu'il y a plein de questions de normes, de statut, de tout ça. On voit bien qu'on est confronté à des problématiques d'ordre varié. La question des normes alimentaires, c'est très contraignant. Nous, on a réservé une cuisine dans un centre social qui n'était pas tout à fait aux normes. Il a fallu commander du matériel, faire un peu de travaux, plier les chaises tous les midis pour les ranger tous les soirs parce que le soir, la salle pouvait être utilisée. Donc, et ça, la collectivité, elle peut faciliter, elle peut rassurer parce que pour des institutionnels autour, oulala, un projet comme ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est de trouver la juste place. Pour moi, c'est la place de la collectivité, elle est indispensable parce que ça coûte cher, parce que c'est de l'argent public, parce que on a déjà, on peut avoir une connaissance de choses, mais elle est indispensable aussi d'être à sa juste place. Après, c'est vrai que moi, en tant qu'élu, c'est mon quartier, c'est mon canton, j'y vis, mes enfants y étaient à l'école juste à côté, voilà, donc c'était plus facile sur ce quartier-là pour tester notre opération, mais on a reproduit ça ailleurs sur d'autres projets et c'est à chaque fois la même chose. C'est toute la question de la coopération en fait. S'il y a bien coopération, écoute et co-construction d'un projet comme ça, toutes les parties prenantes s'y retrouvent et ça aboutit à des choses assez puissantes qui peuvent même nous déranger et dans le bon sens du terme parce qu'elles font évoluer nos politiques publiques. On a constaté que c'est vrai qu'on avait il y a beaucoup de structures d'insertion, mais qu'au final, on a repéré que dans nos quartiers, il y a plein de gens pour qui les contrats classiques d'insertion étaient trop longs, qu'il y avait beaucoup de personnes qui plutôt étaient reconnues travailleurs handicapés, mais qui n'avaient pas fait les démarches. Donc, ça nous a aidé à réfléchir sur la prise en compte un peu, et en parallèle de ce projet-là, a émergé une coopérative de quartier, un peu sur la mode régie de quartier coopérative, qui fait à la fois tiers-lieu, etc. Et ça a émergé en parallèle, et c'est pas pour des prunes, c'est parce que cette
l'implication à la fois des habitants, des partenaires associatifs, coopératifs et des collectivités ont pu permettre de faire émerger plein de choses qui ont ensuite nourri les projets des uns des autres dans une logique vraiment de coopération territoriale. Et peut-être juste nous dire un mot au-delà vraiment du rôle de facilitateur, d'accompagnateur de la collectivité, peut-être plus concrètement, trivialement, comment la collectivité a accompagné? Est-ce que ce sont sur des fonds du coup politique de la ville, du fait d'être en quartier politique de la ville? Enfin, sur quel... Alors, on a, comme c'est un projet qui est en plusieurs phases, on a financé sur la ligne ESS pour démarrer l'étude de préfiguration, qui était la mobilisation un peu du révélateur TAC 35, donc évidemment participative avec tous les acteurs, etc., mode fabrique à initiative. Donc ça, c'était sur la ligne ESS. On a ensuite basculé sur la ligne politique de la ville. Et c'est là où moi, j'ai été chercher mes collègues de Rennes et Rennes Métropole, parce que c'est vrai qu'on avait un peu d'avance par la ligne ESS. Et c'est vrai que les lignes politiques de la ville sont des fois plus compliquées à mobiliser quand les cultures de l'entrepreneuriat ne sont pas aussi développées chez les partenaires. Donc, on a fait de l'acculturation collective, de la montée en compétences, parce que c'est pas facile aussi trouver les questions de budget. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un tarif, c'était un restaurant, et ça sera un restaurant, mais qui avait la possibilité d'avoir la carte sortir, qui est pour nous la carte de loisirs à Rennes et Rennes Métropole, et les habitants ont pu venir manger à prix réduit, mais voilà, et ça a été assumé collectivement par le restaurant. Donc cette culture économique, elle est importante, et la ligne ESS, qui est souvent plus outillée en culture économique que la ligne politique de la ville, où a aidé à ça. Et puis là, on est repassé sur la ligne ESS pour le restaurant définitif. Ils sont en étude, en finalisation de leur montage. Et donc, c'est vrai que c'est à nouveau l'ESS qui a pris le coup de pouce. Alors, ça doit faire 10 000 euros dans un premier temps. On a dû monter à 15 000 euros sur la politique de la ville pour la partie vraiment de l'expérimentation. Et puis, c'est à nouveau 10 000 euros 2 ans après pour le montage proprement dit du nouveau restaurant coopératif. Voilà. Merci. Anna et Martine, même question. Quel a été donc le rôle joué par je crois, surtout la ville de Paris, mais peut-être pas seulement, dans l'accompagnement du projet Migracop? Oui, alors donc oui, en effet, nous, on a un projet basé à Paris. On a nos bureaux qui sont dans le 18e arrondissement de Paris. Donc nous, on est vraiment un projet qui a été impulsé par nos deux structures. Donc on a une impulsion vraiment, on va dire, 100% associative. C'est parti d'abord d'échanges avec notamment Copanam, avec qui on échangeait sur comment on peut favoriser aussi les passerelles entre ces entrepreneurs-là qui méconnaissent le modèle CAE et les coopératives d'activité et d'emploi. Donc le projet, il a vraiment émergé à partir de ces discussions et en s'inspirant aussi de Copanam qui montait déjà des coopératives de jeunes majeurs. Et on a eu envie de s'inspirer de ce modèle pour l'adapter à un public adulte avec des spécificités, avec une entrée métier beaucoup plus forte. Mais du coup, la ville de Paris, pour nous, ça a vraiment été déjà un financeur très structurant du projet. Je pense que ça représente à peu près un tiers de notre budget. Donc, on a des relations assez proches avec différents services de la ville. Là, il y avait 3 directions qui ont été impliquées sur ce projet. On a eu des financements de ce qu'ils appellent le service intégration et inclusion, donc c'est plus l'intégration des étrangers qui a soutenu le projet. On a aussi été soutenu par la direction de l'attractivité et de l'emploi, donc plutôt le bureau de l'ESS, aussi pour l'entrée, toute cette dynamique coopérative sur l'entrepreneuriat inclusif. Et aussi, donc, nos bureaux sont situés en quartier politique de la ville, donc on a eu aussi un soutien politique de la ville, et on a touché en effet environ la moitié des entrepreneurs qu'on a accompagnés étaient issus de quartiers politiques de la ville. Voilà, et puis la ville a aussi quand même joué le jeu de la commande publique en nous commandant des buffets traiteurs, ce genre de choses. Donc dès qu'ils avaient la possibilité sur des petites commandes évidemment hors marché public, mais voilà, donc de toute façon on était vraiment sur des petits montants. C'était plus en général, ça pouvait être pour des pots de départ d'agents où ils ont souvent des petits budgets. Ça a été aussi pour des pots à la fin d'un temps par exemple de concertation sur un sujet, un pot convivial, organiser ce genre de choses. Ou des réunions partenaires qui nécessitaient une petite prestation traiteur. Voilà, certains agents aussi qui avaient leur bureau à côté sont venus manger au restaurant le midi, donc ça a permis de faire ce type de lien, essentiellement. Oui.
Et Martine, tu veux peut-être dire un mot sur Grigny rapidement? Oui, oui, je peux rajouter parce qu'en fait, depuis janvier, suite à un projet de structuration en fait d'un collectif culinaire à Grigny, une structuration qui est fortement impulsée par la ville de Grigny. En fait, le collectif Sounoukop a été mobilisé pour apporter un appui technique justement à cette structuration-là. Donc voilà, donc là, le Covid a un peu décalé les choses. Il y a une cuisine qui est en cours d'élaboration. Et donc, le travail a déjà commencé, on a déjà eu des rencontres. Bon, un peu plus compliqué parce que Paris, l'Essonne, donc ça induit en fait, voilà, une mobilité un peu réduite avec le contexte actuel. Mais voilà, donc il y a quand même un projet structurant qui va être à l'initiative d'une ville et auquel va participer en tout cas le collectif Sounoukop. Donc voilà, c'est un peu une suite un peu de l'après coopérative éphémère aussi. Très bien, merci. Et je crois qu'on reviendra un peu tout à l'heure sur ce qui se joue à Grigny. Emmanuel, est-ce qu'on a le temps encore de se poser une dernière Oui, question? je vais prendre une dernière. Super, merci. Oui, donc voilà, c'était par rapport. Tu en as d'ailleurs déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, cet échange s'inscrit dans notre cycle autour de l'alimentation durable et je voulais voir avec vous les liens peut-être aussi qu'ont eu ces initiatives, ces coopératives éphémères avec un réseau d'acteurs autour de l'alimentation peut-être plus large sur le territoire, voire éventuellement l'inscription au sein d'une filière. Enfin voilà, essayer de voir, peut-être nous dire les liens qui ont pu être faits. Alors, nous, ce que je vous citais, c'est Terre de Source. Terre de Source, en fait, c'est un outil de notre producteur d'eau du bassin rennais qui permet de dire on achète on peut pas financer des produits locaux en commande publique, c'est venu de là, et on a financé la qualité de l'eau par l'achat de produits durables aux agriculteurs qui étaient installés sur les zones de captage de notre production d'eau. Donc en fait, on va chercher de l'eau voilà, en Ille-et-Vilaine, sur des zones de captage. Dessus sont installés des agriculteurs. On a une qualité de l'eau en Bretagne qui n'est pas terrible, comme vous pouvez le savoir. Et on a fait des contrats avec ces agriculteurs pour qu'ils améliorent leurs pratiques agricoles vers plus de durabilité, voire jusqu'à la bio et au-delà, en allant progressivement. Et pour les encourager et stabiliser les productions, on a convenu d'achat de prestations dans la filière, hein, donc du pain, du bœuf, voilà, et ça alimente nos cantines scolaires. Donc ça a été le début de la réflexion sur l'alimentation durable et un peu une filière. Et le Bon Morpa a joué le jeu de l'approvisionnement chez ces producteurs-là. Alors, c'est venu tranquillement parce que ce n'était pas la priorité des participants, des coopérants au début. Il y avait trop entre se former aux normes alimentaires, gérer des horaires, accueillir du monde, ça faisait beaucoup. Donc, c'est venu tranquillement au bout de quelques semaines dans le projet, cette rencontre avec les producteurs du bassin rennais, qui ont permis aussi de découvrir leur mode de production, d'avoir aussi des nouveaux produits qui ne sont pas forcément les produits auxquels les coopérants étaient habitués. Moi, le pain, c'est pas le même, il n'a pas le même goût. Donc, c'est tout ce travail-là qui a été intéressant à faire d'échanges réciproques entre des vécus très différents. Le Bon Morpa s'inscrit aujourd'hui dans le bistrot, le futur resto bistrot s'inscrit toujours là-dedans. Depuis, il y a eu beaucoup de nouvelles choses. On a un restaurant qui s'appelle La Grenouille à Grande Bouche qui a ouvert. Ils sont en train, avec l'école vert, de mettre tout un écosystème autour de l'alimentation durable dans un autre quartier. Donc, voilà, c'est des petites graines qui, tranquillement, commencent à faire le système. On est au tout début. On est en train aussi alors là, sur la ville de Rennes, et pas avec le département, mais de travailler à une carte alimentation durable qui permet de travailler sur l'accessibilité des produits, et y compris d'aller au resto, voilà, de rendre accessibles aussi ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en cours. Ça a vraiment beaucoup mûri sur les quelques temps. Voilà, on était aux prémices un peu de ces enjeux-là il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils sont au cœur de nos réflexions. Il n'y a pas eu de financement sur la ligne agricole ou agroalimentaire du département, parce que
n'y avait pas besoin, puis la ligne ESS et politique de la ville suffisait, mais on peut imaginer dans le cadre de développement de ce genre d'activité du lien avec les filières que l'on soutient par ailleurs. Voilà un petit peu. Et puis, je suis désolée, je dois vous laisser. J'ai un quorum en CAO pour ceux qui savent ce que c'est. Donc voilà, merci, puis à bientôt via le RTES. N'hésitez pas s'il y a des questions ou autre chose. Merci beaucoup, Emmanuel. Et on te transmettra les questions. Bon, elle est partie, mais on le savait. Eh bien, du coup, Anna et Martine, peut-être même question. Est-ce que, du coup, la coopérative Sunecop s'est inscrite dans un réseau plus large autour de l'alimentation? Et peut-être, enfin voilà, je vous laisse répondre et je rebondirai éventuellement. Je vais démarrer aussi alors, je prends les aspects plutôt négatifs et j'ai laissé les positifs à Martine. Alors, clairement, enfin, les enjeux d'alimentation durable ne sont pas apparus comme des enjeux prioritaires pour les participantes. Pour plusieurs raisons. C'est clair qu'on est sur des sujets qui sont assez loin de leur valeur et de leur modèle de consommation. Sur les questions de saisonnalité, de filière, voilà, d'origine des produits, ce n'étaient pas des sujets qui étaient vraiment importants dans un premier temps. Aussi sur des questions plus économiques en termes de réseau client, leurs réseaux initiaux ne sont pas clairement sensibles à ces enjeux, donc elles ne voyaient pas forcément non plus l'intérêt de mettre, d'avoir un effort sur ces questions-là. Et puis, ce n'est pas leurs réseaux initiaux, toute la réseau des acteurs de changement, cette question du circuit court, des circuits locaux, bio, ce n'est vraiment pas leur univers de départ. Et ce qu'on a pu constater, c'est que clairement, structurer une offre de restauration, structurer, formaliser cette offre de restauration, c'est déjà un gros challenge. Et que sur cette question, enfin, y ajouter une dimension, prendre toute cette dimension aussi de filière alimentaire, ça rend les projets beaucoup plus complexes. Ça demande aussi du coup de faire un effort marketing pour pouvoir proposer des prix plus élevés. Donc ça crée clairement des projets de restauration qui sont aussi plus complexes et qui étaient peut-être encore un petit peu des enjeux voilà, un peu élevés. Mais il y a tout de même des choses qui ont été faites. Je vais laisser Martine du coup compléter. Oui, parce qu'en fait, finalement, ces enjeux-là, ils ne sont pas non plus complètement absents de ces débats. Je veux dire, elles sont bien ancrées aussi dans leur vie et dans leur… Donc, il y a eu des vrais échanges et des vraies discussions autour de ces questions-là, notamment sur le bio et par exemple aussi sur la pertinence des contenants, parce qu'en fait, sur les offres notamment traiteurs ou même lorsque les clients passaient au restaurant, en fait, il y a eu aussi des demandes de clients en fait qui suggéraient en fait d'avoir une offre un peu plus éco-responsable, éco-recyclable, et donc ça a forcément induit des questions. Elles ont développé en plus une vraie offre végétarienne, et bon, peut-être que la localisation du restaurant dans le 10e a aidé, parce que du coup, il y a un environnement qui s'y prêtait, il y avait une demande des clients, donc voilà, et l'offre, c'était une vraie offre végétarienne. Et effectivement, s'il n'y a pas eu vraiment d'inscription dans une filière, on peut plutôt parler d'un écosystème en fait plus large qui a été fait de rencontres et d'interactions. C'est passé par exemple aussi par le formateur, par exemple Thierry qui était à Copanam, qui lui-même est très sensibilisé sur les circuits courts, sur cet environnement-là. Et donc les discussions, en plus c'est lui qui a assuré la formation HACCP. Donc ça a été des vraies discussions. Ça a été par exemple aussi une rencontre avec une AMAP de quartier, une AMAP de Belleville. Ça a été aussi une rencontre avec un collectif, les Tournesols, qui en fait font de la récupération d'invendus, donc sur le gaspillage alimentaire et sur la redistribution, et qui en plus, c'est aussi la rencontre aussi avec des acteurs assez impliqués, notamment Sunecop a intervenu dans un festival qui était le festival des cantines autogérées, et les gens étaient extrêmement impliqués sur les questions écologiques, et notamment sur les légumes de saison. Donc il y avait la récupération évidemment, donc c'est eux qui ont assuré la récupération. Le collectif a cuisiné, mais du coup ça a donné lieu à une vraie offre notamment un TIAP végétarien, mais en plus un TIAP végétarien avec une discussion sur les légumes de saison. Donc il a été vraiment, il y a eu des légumes différents qui sont rentrés dans le TIAP, et donc du coup c'est en fait
plus sur la porosité autour de tous ces acteurs-là que les échanges et ces échanges se sont faits. Et c'est un peu comme ça, en fait, qu'il y a une évolution à la fois, la discussion a eu lieu, et il y a eu une évolution à la fois des pratiques, des usages. Et donc, voilà. Donc, mais après, dire que vraiment la coopérative s'est inscrite voilà, comme Anna l'expliquait, dans une filière, dans quelque chose de… Bon, je pense que ça serait aller un peu loin, mais en tout cas, ça induit quand même des évolutions qu'on a pu mesurer et qui ont donné lieu, en tout cas, à des prises de conscience et à des discussions. Et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est quand même aussi important. Et je pense que c'est l'environnement qui s'est prêté, en fait, à ça aussi. Oui, tout à fait. Puis avec aussi, la contrainte finalement d'une coopérative éphémère qui est son inscription dans le temps, qui est relativement courte et Exactement. qui pourrait engager néanmoins, voilà, on voit bien quand même qu'il y a eu beaucoup de mise en lien et en réseau avec d'autres acteurs et je pense que ça, le fait, c'est important. Oui, en fait, on parle vraiment Juste, des projets. ouais. Donc, à partir du moment où ça ressort pas fortement dans leur projet de création d'entreprise, voilà, on sensibilise, il y a des temps, mais du coup, on ne peut pas en faire un enjeu fort si ce n'est pas déjà dès le départ un enjeu fort pour les entrepreneurs accompagnés. Et après, enfin voilà, et c'est vrai qu'on en avait aussi un peu discuté en préparant cet échange. Je pense que c'est aussi important de se dire que, enfin en tout cas nous au RTS, comme on conçoit l'alimentation durable, c'est avec une acception large en fait, et que certes il y a des enjeux agroécologiques que vous avez beaucoup évoqués, mais aussi de la question de la solidarité alimentaire, de la démocratie alimentaire, et avec tout le travail et d'inclusion, d'insertion sociale et professionnelle que joue et le Bon Mot Repas et Sunucop là, ou Migracop en général, on voit bien d'une part, on répond en partie à ces enjeux, plus aussi, ben voilà, vous en avez parlé, Emmanuel et vous, sur le public aussi que ça permet de toucher. Là aussi, il y a la question d'une solidarité alimentaire, en tout cas d'une accessibilité importante qui s'est posée, quoi. Et bien maintenant, je voulais vous poser la question du rôle en termes d'accompagnement que vous jouez, et l'association Réveil et Melting Cop. Et du coup, je vais reprendre la question de Bertrand Alombert, puisque il avait posé une question en ce sens. Pourriez-vous non, pardon, c'est pas la bonne. Concrètement, en quoi consiste votre accompagnement? Bon, bah voilà, c'était tout simplement cette question. Alors, j'ai mis une réponse dans le texte. Je ne sais pas si j'ai rajouté quelques éléments. Ah oui. Mais pour compléter oralement, en fait, nous, on a plus une fonction plutôt que en tout cas d'accompagnement peut-être juste sur la coopérative. Et après, Martine voulait revenir sur l'accompagnement post-coopératif qu'elle fait toujours à Sunucop. Mais sur la coopérative, on a plus un rôle d'animation. Enfin, on a plus une fonction d'animateur de coopérative que vraiment d'accompagnement avec des modalités d'organisation où il y a vraiment un temps collectif hebdomadaire où on rassemble tous les coopérateurs en début de semaine, on fait le débrief de la semaine passée, on fait le point sur la semaine à venir, on prend toutes les décisions collectives et là, nous, on a vraiment un rôle d'animation de cette prise de décision, de s'assurer que tous les avis puissent être pris en compte, qu'on soit vraiment dans des débats et des échanges qui soient constructifs. On fait beaucoup de régulation de groupe aussi parce que le collectif, c'est jamais simple, surtout que c'est un collectif qui ne s'est pas choisi, c'est quand même un collectif artificiel, donc ça demande pas mal de régulation de groupe. Et nous aussi, on a vraiment un rôle de recenser les besoins, les attentes pour pouvoir ensuite proposer des temps de formation qui répondent à ces besoins. Donc, on n'a pas un programme de formation qui est figé dès le début de la coopérative. On a vraiment des sujets qui se posent, des questionnements qui se posent et à partir de là, la semaine suivante ou la semaine encore suivante, on propose un temps qui va répondre à ces questions qui ont émergé par le faire, par la pratique, par l'activité. Donc, on va les animer en direct, soit on va chercher des intervenants. On a mobilisé parfois des entrepreneurs de Copanam aussi pour faire ce lien entre entrepreneurs. Et donc, c'est vraiment ce rôle-là qu'on va jouer, plus organiser aussi beaucoup de temps conviviaux, des rencontres d'entrepreneurs, organiser des visites, ce genre de choses. Et on va vraiment être dans cette fonction d'animation. Et ensuite, on a quelques temps évidemment individuels d'accompagnement parce que l'idée, c'est que chacun puisse aussi avancer sur son projet personnel
à travers ce projet collectif. Donc, que les gens n'oublient pas aussi leur projet entrepreneurial personnel de départ et puissent chercher dans la coopérative à chaque fois des ressources qui vont venir alimenter leur projet personnel. Donc, on fait ces points-là et voilà, certains veulent progresser sur les desserts, certains veulent progresser sur la prospection, certains veulent progresser sur la recherche de fournisseurs. Et donc, on essaie d'identifier ça aussi avec chacun pour qu'ils puissent ensuite chercher ces ressources dans la coopérative. Voilà. Et puis après, on a des appuis vraiment en fonction des besoins, un appui rédactionnel, numérique, parce que c'est vraiment des questions qui se posent. Voilà. Ben, moi, je voulais plutôt aborder l'aspect un peu plus l'après, en fait, puisque le collectif, il continue de fonctionner au niveau de la nouvelle rôtisserie. En tout cas, il y a 2 anciennes coopératrices, plus des coopératives qui se rajoutent de temps en temps, en fait, qui continuent à travailler à la nouvelle rôtisserie, puisque le collectif, en fait, déjà le collectif qui est issu de ça a mutualisé les jours, puisqu'il y en avait déjà une qui travaillait dans une des assos du Midi de la nouvelle rôtisserie. En fait, il y a une mutualisation des jours. Alors moi, le type d'accompagnement que je continue à faire, en fait, c'est un accompagnement plutôt social et administratif que je fais à peu près une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Voilà. Et en fait, comme j'ai aussi, je suis quand même une bénévole très impliquée et qui est quand même très issue du mouvement militant, en fait, je continue actuellement à faire un accompagnement in situ, donc à l'intérieur du groupe. Donc, je suis encore au niveau du restaurant 1 à 2 fois par semaine, ou des fois 1 fois, ça dépend en fait des besoins. Je continue en fait d'accompagner sur la gestion du resto, gestion des recettes, gestion comptable, sur la gestion client. Par exemple, pratiquement tous les rendez-vous clients potentiels, par contre, ils sont faits dans la mesure du possible au sein du restaurant. On a eu par exemple le Festival des Arènes de Montmartre, la Halle citoyenne qui nous a mobilisés. Et en fait, de recevoir tous ces futurs, où c'est des gens avec qui on peut travailler, à qui on peut proposer des prestations et qui nous mobilisent sur certaines prestations, en fait, ça permet à la fois de continuer à être dans le faire, hein, de continuer cette expérimentation-là, et en même temps de transmettre, puisque maintenant au sein du collectif, par exemple, il y a un peu des membres qui ont pris le relais, en tout cas, par exemple, sur la relation client. Donc, Rousse, une ancienne coopératrice, c'est elle qui continue à animer, en fait, et qui maintenant fait la prise de contact, téléphone. Alors, voilà. Donc, je pense que c'est aussi, mais c'est aussi de ma forte implication dans le collectif qui fait que, en fait, je trouve que cet accompagnement-là, même continuer sur le faire, est quand même important, et de continuer, voilà. Et donc, si on devait parler un peu des freins, parce que je pense que c'est une question qui allait être abordée et qui n'était pas, en tout cas, moi, le plus gros frein, c'est quand même celui de la formalisation à l'écrit, parce que ça reste toujours extrêmement compliqué de faire un devis, faire une facture, envoyer un mail, ça reste extrêmement compliqué lorsque, en fait, c'est ni des habitudes, ni l'écrit n'est pas fluide, et pas forcément. Donc, en fait, ça reste quand même le plus gros frein, en tout cas identifié, en tout cas au passage à cette formalisation-là. Et voilà, parce que bon, on peut, alors les filles continuent, on peut oralement rencontrer les gens, on peut avoir des outils qui permettent le contact avec les fournisseurs, avec les clients, mais à un moment donné, s'il doit y avoir un échange un peu plus formel et qui concrétise, et ben à ce moment-là, cette formalisation-là, elle pose problème, et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un des freins, en tout cas, moi, que j'ai le plus, et que nous avons le plus, en fait, identifié sur la formalisation, finalement, et sur le poste, sur l'après, quoi. Voilà. Très bien, merci. Je partage à ce moment-là, car je pense que ça peut faire écho notamment à l'aspect accompagnement, que ce soit pendant le temps de la coopérative éphémère ou maintenant dans l'après. Une question de Marie-Christine Le Cellier, qui est directrice adjointe en charge de l'ESS à Paris Terre d'Envol, qui demande quelles ont été les articulations, ou quelles sont les articulations de votre projet avec les structures d'insertion par l'activité économique, ou avec oui, la formation et l'emploi. Alors, je pense qu'on a plus un réseau, enfin là, qui est enfin, sur le réseau de prescripteurs, déjà d'orientateurs. C'est surtout le réseau quand même de l'entrepreneuriat qui nous a envoyé pas mal d'entrepreneurs. On a pas mal travaillé aussi avec la Cité des métiers, qui est un espace ressources à Paris,
et notamment l'association Réveil qui animait déjà un club d'entrepreneurs qui s'appelle Club Cuisine Pluriel. Donc là, c'est aussi un espace qui était déjà assez actif et qui a mobilisé pas mal d'entrepreneurs. On a un réseau de prescripteurs qui a aussi bien évolué là entre les 2 coopératives. Enfin, on sent que la première coopérative, elle a aussi permis de gagner en confiance. Et là, on a aussi tout le réseau de Pôle emploi, un peu de la mission locale, donc plutôt les services publics de l'emploi qui nous ont aussi orientés, qui nous orientent des personnes, aussi pas mal les CCAS. Voilà, quelques assistants sociaux qui accompagnent sur des allocataires du RSA. Puis le bouche à oreille, hein, aussi vraiment le bouche à oreille, ça marche, ça a pas mal marché et ça représente, je pense, quand même un quart des orientations. Avec le réseau de l'IAE, on n'a pas forcément eu beaucoup de liens. J'essaie de réfléchir, mais Non. je pense Non. un peu à Travailler Vie. Il y avait un chantier, alors rien à voir, de blanchisserie juste à côté du resto et du coup qui accompagnait des femmes, mais donc la plupart finalement étaient là un peu par hasard et avaient des projets dans la restauration. Donc on a eu comme ça des rencontres, des échanges avec des salariés, des groupes de femmes qui étaient intéressées par l'activité, mais ça s'est plus fait de cette manière. Mais après, on n'a pas eu d'orientation vers de l'IAE à la sortie, parce que je pense que ce n'était pas la demande. Par contre, là, juste sur l'artisanat textile, on travaille avec une structure d'insertion, un atelier d'insertion qui s'appelle Modestime à l'île Saint-Denis. Et là, du coup, on a un partenariat plus sur de la formation. OK. Mais voilà, on n'a pas eu sur le culinaire. Très bien, merci. J'avais aussi une question. Alors, c'est vrai qu'au RTS, on lance aussi un chantier de travail autour de l'économie informelle, ou plus exactement les liens entre économie informelle et économie sociale et solidaire. Comment formaliser les pratiques informelles par et vers l'ESS. Et je voulais avoir votre avis sur, de votre point de vue, si ces coopératives éphémères constituent un outil intéressant qui pourrait être voilà, aussi une réponse, en tout cas éphémère, transitoire par rapport à ces pratiques informelles, et puis peut-être du coup nous partager votre expérience, notamment sur ce qui se passe à Grigny, même si Martine en a déjà dit un mot. Alors peut-être par rapport à l'outil coopérative éphémère, donc oui, nous on fait le constat qu'en effet, c'est un outil qui est intéressant pour tester la formalisation. C'est vrai que dans une coopérative éphémère, on formalise tout, on paye la TVA, on a vraiment toutes les charges classiques qui sont assez lourdes d'une activité économique. Donc ça permet vraiment de tester son activité totalement formalisée, sans prendre de risques. Et se faire une idée vraiment par soi-même des enjeux de la formalisation. Donc on la vit, on voit bien qu'à la fin de la coopérative, on a une fiche de paye qui est souvent qui est parfois un petit peu décevante, mais ça permet de mesurer aussi le chemin à parcourir, et notamment sur que finalement, pour avoir une activité rentable, il faut peut-être augmenter ses prix, il faut peut-être du coup monter parfois la qualité de son offre, il faut peut-être diversifier sa clientèle. Et ça, du coup, c'est des enjeux, au-delà de le dire, il faut le vivre pour l'intérioriser. Et donc, de notre point de vue, ça sert quand même à ça. Et puis, on croit aussi pas mal au fait, dans la coopérative éphémère, on teste aussi de la mutualisation d'équipements, de la mutualisation d'achat, le fait de faire une activité à 10, et que la mutualisation, finalement, sur plein de points de vue, ça peut être aussi une manière de faire baisser les coûts de la formalisation, en fait, en faisant baisser certaines charges, et que c'est des pistes intéressantes à creuser quand on veut formaliser sans que ça ait un impact financier trop élevé. Toutefois, on constate quand même, voilà, ça c'est sur le papier, il y a des vrais atouts. Après, on se rend compte que pour beaucoup, coopératives éphémères ou pas formalisées, ça reste quelque chose qui a des conséquences qui peuvent être difficiles, et qui parfois est un modèle économique qui est difficilement tenable. Notamment, nous, on a pas mal d'entrepreneurs qui ont un équilibre économique qui est très, très précaire, qui repose en grande partie sur des minima sociaux, et pour qui le passage à la formalisation, s'il n'est pas massif et si on ne parle pas d'un plein temps qui ramène plus d'un SMIC, est quasi impossible. Enfin, un être rationnel n'aurait pas forcément intérêt à formaliser, parce que ça aura plus de conséquences négatives que positives. Donc, ça questionne quand même ce passage. C'est difficile de faire un passage crescendo
voilà, de l'informel au formel. Et donc ça, c'est vraiment des challenges qui ne sont pas simples à relever. Nous, on voit qu'on touche pas mal de femmes qui sont souvent en deuxième partie de carrière, qui voient l'entrepreneuriat aussi comme une manière de s'épanouir dans une activité, qui ont des vies souvent très chargées, qui sont complexes, il y a des enjeux de santé, il y a des familles, souvent encore toute une sphère familiale à gérer. Et donc, pour qui l'activité voilà, économique, c'est vraiment une activité d'appoint, c'est une activité qui n'est pas faite à temps plein. Et du coup, là, cette question d'en faire une source de revenus suffisante pour formaliser n'est pas toujours évidente voilà, à franchir ce cap, en tout cas. Donc, encore beaucoup de réflexions de notre côté et on avance aussi à tâtons là-dessus. Merci. Ouais. Peut-être Martine, je sais que vous en avez dit un mot, mais nous revenir sur le partenariat avec la ville de Grigny et comment un peu la réflexion de la ville de Grigny, pourquoi en fait concrètement la ville de Grigny a fait appel au collectif Sunucop. Enfin, la ville de Entre Grigny, autres. en fait, oui, entre autres, parce que la ville de Grigny, en fait, donc, il y avait en fait, devant la gare de Grigny, il y avait un certain nombre de vendeurs à la sauvette et de vendeuses à la sauvette, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, enfin, et encore après, j'ai précisé un peu le rôle du collectif Sunucop parce qu'on n'a pas été directement impacté par, enfin, c'est pas directement Grigny qui est venu nous chercher, c'est à travers le GRDR, un autre partenariat avec le GRDR. Donc, la ville de Grigny, on l'avait rencontré déjà l'année dernière sur une prestation. On avait accompagné déjà ce collectif de Grigny, mais enfin, c'est plus une mission, c'est plus ce GRDR qu'en fait qui a réuni autour d'un projet collectif avec une recherche-action, des chercheurs, notre collectif, l'association Réveil, parce que justement, on a eu l'expérimentation de la coopérative éphémère qu'on porte avec Anna, et en même temps, le collectif continue. Donc, on a quand même dégagé une certaine expertise, en tout cas, sur à la fois l'accompagnement des collectifs et le pratico-pratique. Donc, en fait, Grigny a mobilisé donc, face à ces porteurs de projets qui étaient devant la gare de Grigny, donc la ville de Grigny a voulu le structurer un peu comme le projet de Saint-Denis, en fait. C'est comment amener en fait des vendeurs à la sauvette qui sont souvent des vendeurs sans papier, en fait, qui sont et là en l'occurrence des femmes sans papier, comment les amener justement à structurer une offre et en fait à monter aussi bien en compétences du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la sécurité alimentaire, du point de vue et en fait, comment on amène, en fait, on formalise à travers un dispositif, comment on amène en fait une formalisation qui réponde en tout cas à des enjeux de sécurité alimentaire, des enjeux de projets humains, des enjeux d'équité qui s'inscrivent en fait dans le temps. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on a été mobilisés. Et donc la ville de Grigny a travaillé pendant plus d'un an avec le collectif, en tout cas sur un accompagnement social qui est aussi porté par le GRDR et sur une structuration un peu de l'offre et comment on pouvait s'organiser autour d'une offre, d'un lieu aussi. Donc là, actuellement, je sais que la ville de Grigny est en train, puisque l'épicerie sociale à déménager est en train de formaliser une cuisine, une vraie cuisine pro avec des outils pro pour le collectif. Et nous, on va amener notre appui en fait technico-pratique à ce collectif, la structurer. Et comme on a aussi une expérience de coopérative, en fait, on va structurer un peu comme dans la coopérative éphémère, structurer l'offre, structurer la prise de décision, structurer les prix, structurer voilà, un fonctionnement, une offre, un lieu. En fait, c'est un peu ça le sens de la structuration. Et voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on a été mobilisés. Et donc depuis janvier, ben, on a commencé à travailler. On a déjà fait une première rencontre avec les femmes de Grigny. Et donc, ben, on va continuer. Bon, là, c'est un peu plus difficile dans les conditions actuelles, hein, donc de travailler. Hein. C'est quand même sur l'Essonne et Paris et l'Essonne. Je dis, ça induit de la mobilité, ça induit de se déplacer là-bas, donc c'est un peu plus compliqué. Mais donc, en fait, on va structurer, aider en tout cas à la structuration technique et d'accompagnement, en fait. Hein, d'accompagnement sur, je vous dis, comme je vous l'ai dit, la prise de décision, la structuration de l'offre et se poser des questions sur qui sont les clients. En fait, Grigny a quand même
joue son rôle aussi étant donné qu'ils sont quand même impulseurs du projet. Il y a beaucoup de commandes publiques et donc les commandes publiques vont aussi structurer l'offre, c'est-à-dire qu'il y a des buffets. Elles ont fait il n'y a pas longtemps une prestation aussi pour la mairie. Donc c'est aussi ces offres de la mairie qui effectivement, là, la collectivité va structurer l'offre. Et voilà. Et donc nous, on arrive quand même en appui, on est mobilisé sur l'appui après. Mais le gros travail, c'est quand même la mobilisation de la ville de Grigny, en tout cas, sur ce projet. Merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs demandes pour avoir vos coordonnées. Je pense que vous pouvez les transmettre. En tout cas, nous, on pourra également les transmettre. Peut-être on fait toujours un retour en fait sur nos échanges. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on pourra transmettre, si vous en êtes d'accord, vos adresses. J'ai remis le mail, D'accord. j'ai répondu en mettant le mail sur une question, mais je ne sais pas si tout le monde a pu retrouver notre mail migracop@gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez transmettre nos coordonnées plus précises, nos téléphones par la suite sans problème. Très bien, merci beaucoup. Je voulais juste... oui. Ah, pardon. Non, je voulais juste rajouter un peu rajouter quand même comme je l'avais déjà dit précédemment, que en fait, entre économie, enfin, de l'informel au formel, en fait, le rapport à l'écrit administratif, c'est vraiment aussi un énorme frein et qui freine, enfin, en tout cas, beaucoup de démarches de formalisation d'une activité. Et donc, et c'est souvent un élément extrêmement décourageant. Et s'il n'y a pas effectivement des appuis extérieurs, en tout cas, ça freine quand même énormément. Et puis, c'est surtout décourageant parce que, bon, à un moment donné ou un autre, il y a quand même un passage à écrit qui doit s'effectuer. Et donc, le tout, c'est de savoir dans quelles conditions, comment on le structure, quel appui, en fait, à ça et comment on peut. Voilà. Et voilà, c'était juste un peu pour rajouter ça, en fait, cet élément-là. Si on a le temps de faire Merci. juste une seconde de pub, Oui. on termine notre coopérative d'artisanat textile. Si certains ont des commandes également, on clôture l'activité dans 10 jours. Dans 10 jours. Elles ont un peu de travail, mais on est toujours preneur d'une ou deux commandes. Je passe le message aux collectivités qui nous écoutent. Voilà, on a une commande de calots de cuisine, par exemple, pour une formation professionnelle. Donc, c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut réaliser. Très bien. Avant qu'on termine, c'est vrai qu'il est déjà presque l'heure. Il y a Patrice Séard qui a demandé à prendre la parole. Normalement, si vous avez un micro, vous pouvez parler, Monsieur Séard. Non? Et je rajouterais, alors j'en profite du coup aussi que on a une période quand même qui est très difficile là en ces temps de Covid et que ce qu'on voit dans ces projets-là, au-delà de l'activité économique, où on apprend, on se forme, on évolue, c'est aussi des vrais réseaux d'entraide. Et là, on l'a vu sur l'artisanat textile aussi, c'est vraiment des moments où là, on a pu voir que les entrepreneuses, elles étaient contentes d'être ensemble, de partager, d'échanger, de se soutenir et que c'est vraiment, je pense, de plus en plus essentiel dans ces périodes de faire aussi, d'être plus résilient à ce niveau-là et que nous, on mélange vraiment l'économique et la solidarité. Enfin, on pense vraiment qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là et de croiser les deux et que c'est aussi vraiment des réseaux d'entraide, d'échange et de partage à tous les niveaux. Ce type de projet. Et on en a bien besoin. Oui. Bon, Monsieur Héard, je vous ai proposé de réactiver votre micro. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Essayez, normalement, vous pouvez l'activer. Ah, il y a un problème technique. Peut-être poser votre question, partage de témoignages à l'écrit. En attendant, je partage l'information d'Émilie Barra-Duval de l'URSSCOP Auvergne-Rhône-Alpes qui nous dit qu'au sein de l'URSSCOP Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont créé un appel à projet, prémisse.cop, entreprenons une alimentation résiliente pour accompagner des projets sur cette thématique de projets collectifs, associations, coopératives et entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà, pour information. Et nous avons... Et d'ailleurs, il y aura un article dans la prochaine newsletter du RTS sur cette initiative. Et nous avons aussi... Ah, vous êtes en train de répondre, Anna. Mais sinon, Guillemette Dussard de la communauté urbaine du Grand Paris, Seine-de-Bièvre, qui
demande quel était l'avantage coopératif par rapport au chantier d'insertion. Je pense que c'est des démarches assez différentes parce que, la coopérative, en l'occurrence, là, c'est des coopératives d'entrepreneurs, donc on s'adresse quand même à des personnes qui ont un projet, de création d'activité. Lorsque le chantier d'insertion va sur une démarche beaucoup on est salarié Salariés. et du coup, on est sur une démarche aussi différente. Je pense que dans les 2 cas, il y a une démarche d'apprentissage, voilà et d'inclusion un peu, globale qui est là. Après sur les coopératives, clairement, les entrepreneurs ne sont pas salariés. Ils sont dans une démarche entrepreneuriale, donc ils sont plus dans une on est vraiment un projet hybride entre l'apprentissage à l'entrepreneuriat et la formation. Ils viennent avant tout se former, se faire du réseau, et s'il y a une activité économique et du bénéfice, à la fin, il est évidemment partagé entre les entrepreneurs. Donc l'enjeu, c'est de faire, voilà, du chiffre d'affaires, du bénéfice. Ce n'est pas le seul Du objectif bénéfice, du projet. C'est un OK. projet vraiment à différentes, ouais, on va y aller chercher différentes choses, mais voilà, en tout cas, la dimension, financière, il y a c'est un vrai sujet et du coup, nous, la plupart des entrepreneurs ont une activité, ont un emploi à côté et dans la coopérative, on s'adapte aussi à leur rythme. Donc là, en l'occurrence, on demandait plutôt une disponibilité à mi-temps pour permettre à certains de continuer à pouvoir travailler. Là, sur l'artisanat textile, on a plusieurs personnes qui travaillent le matin et qui sont avec nous uniquement l'après-midi. Donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter aussi aux réalités. Et donc voilà, donc en tout cas, il y a la question financière qui se pose et on est quand même du coup dans 2 cadres assez différents. Et puis on est, voilà, on n'est pas c'est pas tout le même encadrement. Ils sont dans une logique de chef d'entreprise. Nous, on a vraiment une fonction d'animation du collectif et il y a absolument pas de niveau hiérarchique aussi, donc on est, vraiment dans un collectif métier, qui apprend ensemble. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous, Anna Mourlac et Martine Ndiaye, pour votre Merci. participation et aussi à Emmanuel Rousset. Et un petit Hem, livret de capitalisation du coup qui est disponible aussi, dans le lien, enfin je crois qu'il est en pièce jointe de l'invitation. Tout à fait. Donc Voilà, dans les ressources, effectivement, on a pour partagé un faire les livret infos. un super livret d'ailleurs, voilà, je Merci. trouve que c'est un beau document qui est Oui. à la fois, un retour d'expérience, puis avec quelques clés. Moi, je trouve, aussi des apprentissages, donc c'est très intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, on fait toujours un retour, sur, nos échanges, donc on reviendra vers vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, au RTES, notamment, via l'adresse mail, animation@rtes.fr, et puis vous dire que ce cycle d'échanges autour de l'alimentation durable continue et que le premier rendez-vous est le vendredi 19 février sur la thématique de l'agriculture urbaine. Voilà, très bonne, fin de journée, enfin fin de journée, oui. Très bonne, longue fin de journée, à toutes et à tous et à bientôt et merci encore.